Le département du Tarn-et-Garonne est formé de plusieurs territoires appartenant à différentes provinces historiques: Languedoc, Guyenne, Quercy, Agenais, Rouergue et Gascogne. Un grand nombre de villes nouvelles y furent créées pour des raisons démographiques, économiques et stratégiques. Ces villes furent désignées sous le nom de bastides et constituent aujourd'hui l'un des éléments forts du tourisme tarn-et-garonnais. À la limite du Quercy et du Rouergue, au débouché des gorges de l'Aveyron, le bourg fortifié de Bruniquel occupe un site exceptionnel en surplomb de la rivière. Ces vieilles maisons sont beffrois et les restes des anciennes portes et fortifications médiévales sont disposés en étages. L'ensemble est dominé par une imposante forteresse datant des XIIe et XIIIe siècles et évoquant avec force la puissance des seigneurs féodaux de Bruniquel. Avant l'an 1000, les populations du sud-ouest vivaient dans un environnement de forêts et de marécages. Hormis quelques villes comme Bordeaux, Toulouse, Albi, Cahors ou Rodez, il n'existait que des fermes et des hameaux peu ou pas organisés. Vivre en lisière de forêt permettait de s'y réfugier en cas de danger. Le système féodal fit son apparition au IXe et au Xe siècle. À cette époque, de petits seigneurs édifièrent des buttes de terre appelées mottes castrales, sur lesquelles ils firent bâtir une tour en bois. Elle était entourée d'une palissade, remplacée plus tard par des murs en pierre. Des populations en quête de sécurité vinrent s'installer autour de ces châteaux forts jusqu'à constituer de véritables villages retranchés à leur tour derrière de solides remparts. À l'autre bout du département, Haut-Villars est l'un des plus beaux villages de France. Comme Bruniquel, Haut-Villars est un bourg castral ou castrum, bâti autour d'un château féodal. Fondé par les vicomtes de Lomagne, Haut-Villars présente certaines caractéristiques que l'on croit propres aux bastides. Après être passé sous la tour de l'horloge, l'une des portes fortifiées de la cité, la place triangulaire offre un magnifique ensemble de maisons à pans de bois du XVe siècle. La place est entourée des couverts, passage en galerie qui abritait les passants des intempéries. Au centre se dresse la halle, qui possède ici une forme circulaire unique en son genre. Elle date du XIXe siècle. Quant à l'église Saint-Pierre, du XIIe siècle, elle se situe en retrait par rapport à la place, séparée par des îlots de maisons. Haut-Villars est la démonstration parfaite d'une erreur largement répandue. Il est ainsi faux de croire qu'une bastide se résume à la présence d'une place occupée par une halle et entourée de cornières avec des rues droites et une église en retrait. Le phénomène des bastides est bien plus complexe. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut se rendre dans l'une des plus belles bastides de la région, Beaumont de Lomagne. À l'époque de la création d'Haut-Villars,
Les termes de castrum, villa, burge ou populatio désignaient des centres de peuplement ou villes. À l'origine, le mot bastida ou bastide désignait une construction fortifiée. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que ce mot bastide fut employé pour désigner lui aussi un centre de peuplement. Car au XIIIe et XIVe siècle, près de 400 nouvelles villes furent fondées de toutes pièces dans le sud-ouest de la France. Au XIe siècle, l'Europe connut une expansion démographique sans pareille et la création de nouvelles cités fut rendue nécessaire pour accueillir ces populations, mais également pour regrouper celles qui vivaient dans les forêts et échapper ainsi à tout contrôle. Une bastide était donc une ville créée par un puissant seigneur ou un roi. La fondation était matérialisée par un contrat ou paréage passé entre le fondateur de la bastide et le propriétaire des terrains. Le tracé urbain de la bastide était parfaitement planifié et organisé. Les rues se coupent en angle droit. Les deux rues principales, appelées voies charretières ou carreras, se croisent sur la place, le cœur de la ville. Ici se déroulent les marchés et les fêtes. Allez, c'est parti. En une demi-heure, il va falloir peler le maximum d'ail. Je rappelle que l'année dernière, on avait fait un score quand même assez impressionnant. Au centre de cette place, une halle abritait les foires et les marchés, car les bastides avaient avant tout une vocation stratégique, financière, mais aussi et surtout commerciale. Beaumont de Lomagne conserve cette tradition de lieu d'échange. Elle est également célèbre pour la culture de l'ail blanc, fleuron de l'agriculture locale. Chaque été, l'ail blanc donne lieu à de grandes réjouissances. Comme le marché hebdomadaire, la fête de l'ail se déroule sous la halle, qui est l'une des plus caractéristiques et des plus grandes du Sud-Ouest. Supportée par 38 poteaux de bois, sa charpente, bien que restaurée au cours des âges, date du XIVe siècle. Autour de la place, un passage en galerie, appelé emban ou couvert, permet aux passants de s'abriter du soleil et des intempéries. L'église n'était pas seulement un lieu de culte. À l'image de Notre-Dame de Beaumont de Lomagne, dont le clocher de style toulousain est l'un des plus beaux de la région, l'édifice religieux constituait également un lieu de défense, dernier refuge en cas d'attaque. C'était aussi un lieu de réunion. Chaque 27 décembre, à Beaumont de Lomagne, après la messe du matin, 30 notables de la Bastide s'y réunissaient en assemblée afin de procéder à des élections, celles du syndic, du procureur, du greffier, du receveur et enfin celles des consuls eux-mêmes. E nostre segne se scappo su un barco e di comandare a sapere de bulegar las ramos e de planiste, de atravessar el lac. E aquí, en carro, le monde de la Cusau. Autre site de caractère, l'imposante masse de l'abbaye de Belperche domine la Garonne. Ses 90 mètres de façade en surplomb du fleuve datent du XVIIIe siècle.
À l'intérieur, les vastes salles décorées de stucs, aux cheminées de marbre et aux magnifiques boiseries contrastent avec les salles obscures des origines médiévales. Propriété du Conseil général de Tarn-et-Garonne depuis 1983, l'abbaye est aujourd'hui un lieu dédié à la culture et à l'art, mais aussi à la gastronomie locale. Au Moyen Âge, les abbayes possédaient d'immenses domaines. Elles y établissaient des fermes appelées granges, dans lesquelles travaillaient des frères convers. La situation de ces religieux, de rang subalterne, employés aux tâches domestiques, n'était pas très enviable, d'où la difficulté de plus en plus grande de les recruter. Céder une partie de leurs terres à un grand seigneur ou à un roi pour y fonder une bastide permettait aux abbayes de trouver une nouvelle main-d'œuvre et de retirer d'importants revenus. Ainsi, le seigneur de Théride et l'abbaye de Belperche conclurent un paréage pour la fondation de l'Arazais. La bastide reçut sa charte de coutume en 1265. Elle conserve plusieurs maisons à pans de bois du XVe et XVIe siècle. Dans les bastides, les couverts entouraient la place, mais il en existait aussi le long des rues principales. L'Arazais les conserve en partie, alors que dans la plupart des bastides, les impératifs de la circulation automobile ont entraîné leur démolition. L'église date du XVIe siècle et conserve un magnifique clocher à souche. Parfois, les fondateurs de la bastide se réservaient une parcelle de terrain à l'intérieur même de la ville neuve pour y construire une grande demeure ou un château. Un château abbatial fut ainsi élevé à l'Arazais par l'abbé de Belperche vers les années 1500. La bastide conserve également quelques vestiges de son enceinte fortifiée. Les bastides étaient généralement des villes ouvertes, c'est-à-dire sans remparts. Ces derniers étaient élevés bien après la fondation de la cité. Montauban n'est pas une bastide, mais préfigure ce grand mouvement de création de villes neuves au Moyen Âge qui ne débuta qu'un siècle plus tard, en 1230. Ainsi, Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, décida en 1144 la création de Montauban afin de protéger le passage du Tarn sur la route de Toulouse à Cahors. Alphonse Jourdain fit bâtir Montauban près de la petite bourgade de Montoriol qui dépendait de l'abbaye de Saint-Théobard. Mais en plaçant les habitants de Montoriol sous sa protection, il créa un différend avec l'abbaye et il fallut l'intervention du pape pour qu'un accord aboutisse en 1149 à la conclusion d'un véritable contrat établissant les droits et les devoirs de chacun.
Ce contrat imposé était bien différent des contrats de paréage conclus librement par deux parties pour la fondation d'une bastide. La ville connut de profondes transformations après le siège par les armées de Louis XIII en 1621. Ainsi, une grande partie de la ville date, dans sa configuration actuelle, du XVIIe siècle. Le tracé urbain rappelle celui des Bastides avec son plan orthogonal, centré sur une place entourée des couverts, mais rien ne prouve que la ville fut reconstruite selon le tracé initial. La place nationale est entourée d'une double rangée de couverts en double galerie exceptionnelle. Un canal permet de quitter en bateau la préfecture de Tarn-et-Garonne et de rejoindre le canal latéral à la Garonne. Au XVIIe siècle, Pierre-Paul Riquet entreprit de creuser le canal du Midi pour relier la Méditerranée à Toulouse. Plus tard, un autre canal prolongea le canal du Midi jusqu'à Bordeaux. C'est le canal latéral à la Garonne qui traverse le Tarn-et-Garonne d'est en ouest. Aujourd'hui, le tourisme fluvial lui a donné une seconde vie. Chaque ville limitrophe s'enorgueillit de posséder son port de plaisance, celui de Castelsarrasin étant le plus grand du département. La ville de Castelsarrasin doit son nom à la présence d'un château fort construit par les comtes de Toulouse d'après les plans des forteresses sarrasines.
Les historiens du XIXe siècle définissaient une bastide comme une ville créée de toutes pièces, en un lieu où rien n'existait auparavant. On la disait à nouveau. Dans la réalité, il pouvait s'agir d'une création tout à fait nouvelle, comme de l'extension d'une ville déjà existante ou de la création d'un nouveau quartier. Ainsi, pour Castelsarrasin, la Bastide est constituée par un nouveau quartier créé par Alphonse de Poitiers. Ce quartier connaît le tracé linéaire des Bastides dites à deux axes, c'est-à-dire construit à partir de deux rues principales se coupant en angle droit. Castelsarrasin conserve très peu de vestiges de son passé médiéval. Le monument le plus exceptionnel est l'église Saint-Sauveur. Elle existait déjà en 961, puis fut reconstruite en 1254. Bâtie en briques, dans un style du premier gothique, l'église Saint-Sauveur abrite une partie du mobilier provenant de l'abbaye de Belperche. Au Moyen Âge, l'Église avait édifié de nombreuses abbayes le long des chemins de Saint-Jacques pour accueillir les voyageurs. Autour de ces abbayes se groupèrent de nouveaux habitants et des villages virent le jour. Ainsi apparut la ville de Moissac. L'abbaye de Moissac recèle quelques magnifiques chefs-d'œuvre de l'art roman. Le cloître, achevé en l'an 1100, est unique par son ancienneté. Les 76 chapiteaux constituent un exemple exceptionnel de sculpture médiévale et représentent des scènes de la vie des saints et des saintes écritures comme autant de livres ouverts pour les pèlerins autrefois illettrés. En quittant Moissac, le chemin de Saint-Jacques conduit vers Saint-Nicolas-de-la-Grave. Le randonneur découvre, peu avant la ville, le plus grand plan d'eau du département, à la jonction d'un fleuve, la Garonne, et d'une rivière, le Tarn. L'été, baignade et sports nautiques lui confèrent des allures de véritable station balnéaire. Ce plan d'eau abrite également une importante réserve ornithologique où s'épanouissent librement de nombreuses espèces d'oiseaux. Saint-Nicolas-de-la-Grave est une ville aujourd'hui très animée et son carnaval est l'un des plus réputés dans la région. Cette fête profane ne doit pourtant pas faire oublier que Saint-Nicolas-de-la-Grave fait partie d'un mouvement de création de nouvelles villes antérieur à celui des Bastides et qui s'étend des années 1050 aux années 1114. Ces fondations furent le fruit d'une seule initiative, l'Église chrétienne. Ces villes neuves sont appelées
des sauvetés. Une sauveté est une agglomération dont la fondation était planifiée et dans laquelle la sécurité des habitants était garantie et l'exploitation agricole favorisée. Le territoire de la sauveté était délimité par des croix formant une zone d'asile et à l'intérieur de laquelle toute action violente contre les biens et les personnes était interdite. C'était un espace inviolable, protégé par la paix de Dieu. La ville n'avait pas besoin de murailles, car le seigneur qui enfreignait cette règle risquait la pire des sanctions, l'excommunication. Fondation d'Alphonse de Poitiers ou fondation royale anglaise, la création de la bastide de Valence d'Agen est incertaine. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été fondée en 1267 et que sa charte de coutume fut octroyée en 1283. Valence d'Agen est l'exemple même de ville moderne ayant perdu toute trace de ses origines médiévales, mais qui conserve encore l'esprit de la bastide. La place est toujours entourée des couverts. En son centre, la halle date du XIXe siècle, mais elle abrite toujours le marché hebdomadaire. Valence d'Agen conserve également deux magnifiques lavoirs circulaires du XIXe siècle, rappelant ceux du Moyen Âge. Valence d'Agen conserve également son tracé urbain, très caractéristique des bastides de modèle aquitain, avec ses rues se coupant en angle droit. Au nord de Valence d'Agen, la bastide de Castelsagrat conserve de nombreux vestiges du Moyen Âge. La ville est construite sur un plan régulier. La place carrée est entourée des couverts sur 4 côtés, avec des arcades en arc brisé des XIIIe et XIVe siècles. Des maisons à pans de bois et pierres sculptées entourent cette place. Au centre se trouve un puits en pierre très profond que l'on attribue à la période romaine. L'église date du XIVe siècle. Elle donne directement sur la place et abrite un très beau retable, sculpté de 1667 à 1669 et provenant de la chapelle Saint-Raymond de Toulouse. Ce retable, un des plus beaux d'Europe, est considéré comme un chef-d'œuvre d'art baroque. Fondée vers 1270, la bastide de Castelsagrat revêt une importance capitale sur le plan juridique. Sa charte de coutume, accordée la même année par son fondateur Alphonse de Poitiers, apparaît comme une charte type reprise pour beaucoup d'autres villes neuves. Ainsi, le 18 juillet 1266, Alphonse de Poitiers réunit une commission chargée d'élaborer une charte de coutume type avec comme objectif d'accorder un maximum de liberté aux futurs habitants
tout en sauvegardant au mieux ses propres intérêts. En vertu de cette charte de coutume, les habitants de la Bastide pouvaient vendre, donner et aliéner tous leurs biens mobiliers et immobiliers, à qui et au profit de qui ils voulaient. Les habitants pouvaient marier leurs filles à qui ils voulaient, et leurs fils pouvaient entrer dans les ordres ecclésiastiques. Parmi les ordres religieux nés au Moyen-Âge, l'un des plus célèbres était l'ordre des Templiers. Ces derniers avaient créé une commanderie agricole à quelque distance seulement du lieu de la fondation de la Bastide, de Dunes. Établi par un paréage entre Alphonse de Poitiers et le seigneur de Durfort en 1269, la Bastide de Dunes appartient au modèle aquitain, le modèle le plus accompli, mais aussi le plus connu des Bastides. Dunes fut bâtie à partir de 2 rues principales se coupant en angle droit sur la place. Les rues secondaires coupent ces 2 rues principales également en angle droit, formant ainsi un quadrillage presque parfait. Ce tracé permettait un découpage du terrain en parcelles d'égales dimensions pour être ensuite réparties entre les nouveaux habitants. Chacun recevait 3 types de parcelles, une pour y bâtir sa maison, l'eiral, une pour son jardin potager, le casal, et enfin des terres à l'extérieur de la ville pour son exploitation agricole. La place conserve ses magnifiques couverts sur chacun de ses côtés. À Dunes, comme dans de nombreuses Bastides, la halle est surmontée par l'hôtel de ville depuis le XIXe siècle. La Bastide conserve également plusieurs puits sur la place et sous les arcades. Les nombreuses maisons à pans de bois du XVIe siècle témoignent des techniques de construction de l'époque. Dunes compte également des vestiges de son enceinte fortifiée. Quant à l'église Sainte-Madeleine, elle a été édifiée avant la fondation de la Bastide. Elle se trouve donc hors des murs de la ville. Chaque année, la ville de Dunes organise de grandes fêtes occitanes placées sous le signe des traditions du Sud-Ouest. Comme à Dunes, de nombreuses communes du Tarn-et-Garonne renouent ainsi avec le passé et festivals traditionnels ou autres battages à l'ancienne redonnent vie pour quelques heures à des gestes que l'on croyait oubliés. Le très beau village de Lozerte est un castelnau, un village nouveau créé par un seigneur féodal. Il a été fondé par le comte de Toulouse, Raymond V. Contrairement aux Bastides, le castelnau est une création unilatérale comme les sauvetés, à la différence fondamentale qu'il est l'œuvre d'un seigneur laïque et non de l'Église. Selon certains historiens, la construction de Lozerte pourrait être à la fois l'apogée et la fin du mouvement de création des castelnaux. La forteresse,
avec son château, son enceinte, ses tours et ses 6 portes fortifiées, faisait la fierté de ses habitants et des rois de France. La place est de dimension modeste et s'étend là où le sommet de la butte, en s'élargissant, offre les plus grandes possibilités d'aménagement. Lieu des marchés, des spectacles, mais aussi lieu des exécutions, la place est bordée d'arcades en plein cintre, en anses de panier sur 3 de ses côtés et de maisons du XVe au XVIIe siècle. Le 11 mai 1274, les seigneurs de Saint-Genièse, Gaillard, Seguin et Bertrand de Gasbert concédèrent par un paréage au roi de France Philippe III le Hardi les terres suffisantes pour créer une bastide pouvant accueillir 1000 à 2000 maisons. Cette ville neuve reçut le nom de La Française. La charte de coutume fut attribuée le 6 juillet 1275. La Française se trouva très vite confrontée au conflit qui opposait les rois de France et les Anglais établis en Aquitaine. Lors de la guerre de Cent Ans, la Bastide est occupée par les Anglais en 1345, puis libérée en 1352. La Bastide vit ses remparts démolis en 1626 par les protestants montalbanais. Car la Française fut créée pour des raisons stratégiques et établie en conséquence sur une hauteur. Elle est dite Bastide de hauteur et fut fortifiée dès son origine. La Française offre un point de vue remarquable sur la plaine que se partagent le Tarn et l'Aveyron. La mairie occupe l'ancien emplacement de la halle sur la place Royale, devenue place de la République. L'église Saint-Georges donne également sur la place. Elle date du XVe siècle, mais fut reconstruite en 1894 dans un style néo-gothique. Les rues de la Bastide offrent aux promeneurs plusieurs maisons aux façades typiques en briques cuites, avec portes anciennes et ferronneries ouvragées. La Bastide compte également un grand nombre de fontaines situées aux emplacements des puits d'origine. Elles sont construites en briques cuites dans la plus pure tradition locale. De nos jours, la Bastide de La Française est un lieu de villégiature privilégié qui se tourne vers le tourisme. Sa base de loisirs de 20 hectares a été conçue pour le plaisir et la détente. Réalville est une bastide fondée en 1310 par le roi de France Philippe le Bel, d'où le nom de ville royale. Philippe le Bel accorda la même année la charte des coutumes.
La Bastide conserve son tracé régulier en damier ainsi que de belles maisons à colombages ou en briques des XVIe et XVIIe siècles. Fondée par un contrat de paréage entre l'abbaye de Moissac et le vicomte de Bruniquel en 1097, Nègrepelisse est une bastide à plan orthogonal constituée par 3 rues longitudinales quadrillant la commune. La bastide reçut sa charte de coutume, octroyée par Philippe le Bel en février 1286. La construction de l'église suivait en général d'assez près la fondation d'une bastide, mais l'après-guerre de Cent Ans fut une période faste pour les constructions religieuses. Celle de Nègrepelisse fut bâtie vers l'an 1460. C'est à l'époque de la fondation de la ville, vers 1074, que semble avoir été construit une fortification remplacée ensuite par un château assurant une plus grande protection pour les 3000 habitants. Ce château et ses possessions furent édifiés sous l'égide des vicomtes de Bruniquel, seigneurs du Tulmoninque, qui voulaient faire peser leur autorité sur leur sujet. La fondation de la bastide de Verfeil revient à Alphonse de Poitiers. Dès 1219, Verfeil était un hameau au nom évocateur de Viridifolio, qui signifiait « verte feuille » et d'où provient l'origine de son blason, dit trèfle vert sur fond blanc. La bastide conserve des vestiges de son enceinte fortifiée et une porte du XIIIe siècle. La place est entourée des couverts qui datent eux aussi du XIIIe siècle. La halle fut reconstruite au XIXe. Née en 1798, des mains de Pétronille Cantecor, une bergère qui eut l'idée de tresser de la paille et d'en faire des chapeaux, l'industrie chapelière fit de Sept-Fonds un centre de fabrication réputé.
Le village possède le plus grand canotier du monde inscrit au livre Guinness des records. L'industrie du chapeau a fait place aujourd'hui à un grand festival lui étant consacré et qui est devenu, de par sa qualité, un événement incontournable dans le département. C'est Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, qui fonda peu après 1250 Septemfontibus, qui signifie « sept fontaines ». La cité a conservé son plan primitif de bastide, c'est-à-dire avec ses rues se coupant en angles, comme au lendemain de sa charte de fondation. Les rues perpendiculaires et se coupant en angle droit aboutissent à la place centrale bordée de maisons à cornières. Les remparts et les cornières ont aujourd'hui disparu et la cité s'est étendue hors de ses anciennes limites. Les bâtiments se sont modernisés, mais cette fond conserve de très beaux témoignages du passé digne d'intérêt. Maisons à pans de bois du XVIe siècle, encorbellement, voûtes et cours intérieures avec culots de tour. Il reste encore, juste à la périphérie, l'antique chapelle de Notre-Dame de l'Ormeau, qui rappelle le temps des moines qui y vécurent jusqu'au XIIe siècle. Elle est un lieu de pèlerinage. La petite ville de Caylus était un castrum dont le château, aujourd'hui en ruine, apparaît pour la première fois dans l'histoire au XIIe siècle. Il fut donné en pleine propriété par Armand et Bertrand de Montpezat et par Bertrand de Villemur, leur beau-frère, à Raymond V, comte de Toulouse, en échange des villes de Montpezat et de Montclar. Jeanne de Toulouse, fille du comte Raymond V, recueillit Caylus dans la succession de son père. Son mari, Alphonse de Poitiers, accorda à la cité ses coutumes en 1262. Alphonse de Poitiers agrandit la cité par un nouveau quartier au tracé linéaire constituant la Bastide. Elle est de modèle quercinois. La place, à couvert, compte sur l'un de ses côtés une halle du XVIe siècle. Cette halle abrite les mesures à grains, équipements publics qui servaient les jours de foire et de marché. Caylus compte un certain nombre de maisons de caractère, dont celle dite Maison des Loups, qui date du XIIIe. L'église, construite entre le XIVe et le XVIIe siècle, est fortifiée et constituait l'un des derniers refuges en cas d'attaque. Montpezat de Quercy est un ancien castrum seigneurial attesté au XIe siècle. Construit sur les derniers contreforts du Quercy, où mûrit à l'automne le chasselas doré, le village médiéval en bordure du Causse de Limogne est la patrie de la famille des Prés, qui donna à l'église 5 prélats éminents. Le village initial était un castrum. Il fut étendu et transformé en bastide par Alphonse de Poitiers et le seigneur de Montpezat.
la ville reçut sa charte de coutume en 1257. Le tracé urbain est composite. Au noyau ancien s'ajoute l'extension de la ville au tracé linéaire établi sur 2 axes. La bastide de Montpezat de Quercy appartient au modèle de bastide dit quercinois. Ces rues sont jalonnées de maisons de caractère des XIVe et XVe siècles. Elles se rejoignent sur la place, entourées des couverts et de maisons à pans de bois et en pierre. Jadis ceinturé de remparts, Montpezat de Quercy conserve l'une de ses portes fortifiées du XIVe siècle. La puissante collégiale, bâtie au XIVe siècle par le cardinal Pierre Desprez, attire de nombreux visiteurs. On y découvre un important trésor, les tapisseries des Flandres du XVIe siècle, qui retracent par de magnifiques motifs aux couleurs bien conservées la vie et la légende de Saint-Martin. La route des Bastides continue, à la découverte de l'une des plus belles régions de France. Le Tarn-et-Garonne a mis en valeur ce véritable musée à ciel ouvert que sont les Bastides du Moyen Âge. Ces villes nouvelles ont fait partie d'un vaste phénomène de création de villes au Moyen Âge, Castrum, Sauveté, Castelnau. Mais plus que tout autre, les Bastides ont révolutionné leur époque en termes d'urbanisation, de développement commercial et d'avancée sociale. Plus que tout autre, les Bastides ont fait du Tarn-et-Garonne le pays de l'aventure douce.